Alors la première question, elle est très bête, c'est comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés très tôt, il y a très longtemps. Quand Je- Raoul venait de débarquer du Chili. Non, avant. Ah, au Chili? Non. Euh, En Italie. Vous faites du Ruiz là, Pascal. non, non, Avant. je dis la vérité, je dis ce qui est, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés très simplement, comme on peut se rencontrer entre critiques et cinéastes, c'est-à-dire dans un festival, en l'occurrence au festival de Pesaro en Italie, où Raoul présentait son premier film, qui était Tres Tristes Tigres, si je me souviens Oui. bien. Qu'en fait, Et donc, est c'était devenu en le 69. troisième après. Parce que les deux autres que j'avais pas terminés, je les ai terminés récemment, et donc Très Triste Tigre devient mon troisième film. Voilà, à l'époque c'était le premier, maintenant c'est le troisième. Et ce film, vous en souvenez? Parce qu'on ne l'a pas vu en Non, France, il nous est pas parvenu. parce que en fait, j'ai rencontré Raoul, mais je n'ai pas vu le film. Je n'ai jamais vu le film. Je garde le titre est un peu mythique, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai vu en revanche, quand on s'est retrouvés, c'était à Paris, après le coup d'État, quand Raoul est arrivé ici. C'était avec ce film qui s'appelait Dialogue d'exilés, qui était hilarant. C'était sur le coup d'État et l'exil des Chiliens, c'était sur des choses qui étaient horribles en soi, mais c'était un film, je crois que c'est un film qui est toujours très drôle. Bon, ça s'est passé au Chili, finalement. C'est avec beaucoup de Mais quand curiosité. récemment, Et bon, récemment, il y a 4 ans. Ça, bon, les commentaires étaient... Et ces gens-là sont ceux qui nous gouvernent. Parce que effectivement, tous les gens qui jouent dans les films sont devenus des personnages importants dans les gouvernements post-Pinochet. Là, en train de faire le clown un peu. Enfin, pas vraiment, parce que je jouais sérieusement. Les films se voulaient aussi une espèce de... Enfin, un documentaire indirect. oui, c'était en même temps, c'était les situations dérisoires des exilés telles qu'ils peuvent, quand les situations de misère quelquefois, et c'était la confrontation avec les belles consciences de gauche françaises, et enfin bon, mais tout ça était à la fois très réaliste, extrêmement pince sans rire. C'est une mosaïque il n'y a pas de récit, de ligne narrative unique, c'est une mosaïque Comme souvent chez Raoul. de scènes. Oui, non. L'hypothèse du tableau volé, il y a une narration extrêmement complexe et subtile, mais enfin, il y a une narration. On va peut-être rappeler les circonstances dans lesquelles effectivement vous avez fait ce film, Dialogue d'exilés. J'ai lu dans un livre qui vous est consacré que vous aviez travaillé directement pour Salvador Allende, que vous dirigiez sa communication. Est-ce vrai, Raoul Ruiz? Indirectement, hein, parce que je travaillais dans les partis socialistes. Il faut savoir que les partis socialistes aussi, c'est déjà une espèce de conglomérat, comme une confrérie des différents partis politiques, un amalgame qui allait des anciens anarchistes jusqu'aux rescapés du Parti communiste, en passant par les trotskistes, tout ça, et la social-démocratie, tout ça mélangé. Et tout ça au Chili, c'est-à-dire tout un peu détourné et inversé. On disait, je me souviens, quand on a été expulsé 3 fois du Parti socialiste, on a le droit d'être socialiste. Il faut terminer Pascal Bonizet. sur Dialogue d'exilés en disant qu'évidemment faire un film comique Sur une situation tragique, dans ouais. l'immédiat après coup du coup d'État était quelque chose d'extrêmement transgressif. Et je crois que ça a été, d'ailleurs, le film a été assez mal pris dans la communauté des cinéastes exilés. Enfin, Bon, le film a eu un effet positif, c'est que pour la première fois, toutes les factions de la gauche chilienne étaient d'accord contre. Oui. Ça a provoqué l'unité, finalement, parce que ouais, ça a été bénéfique pour moi, parce que je me suis un peu exilé, désexilé. Et j'ai commencé à fréquenter des Français, et j'ai évité de rester dans les ghettos. J'ai été accueilli par des gens assez surprenants, comme Unicité, qui était l'entreprise de production de cinéma du Parti communiste. Je me suis trouvé un peu dans la gauche française de toutes sortes, et puis les gens de Cahiers du Cinéma, avec lesquels on a organisé quelques repas très arrosé. turbulents. Raoul avait déjà
un sens de la cuisine qui était aussi baroque que celui de son cinéma. Et donc, il a été très vite adoubé par la famille des Cahiers du cinéma, Pascal Bonitzer. Oui, parce que bon, d'abord il y avait le caractère totalement singulier et tout à fait remarquable du film, qui ne s'est jamais démenti ensuite. Mais on a vu tout de suite en Raoul quand même ce qu'on appelle un auteur, mais avec sa singularité. Et ensuite, une amitié est née entre vous qui a débouché sur une possibilité de collaboration en tant que scénariste. Non, pas tout de suite. Ça a commencé, j'ai commencé par... Attention, tout de suite. Hein? Tu l'as oublié peut-être, mais on avait un projet sur Ben-Hur, c'était qui Pierre Richard, les cirques. C'est vrai, mais à ce moment-là, j'étais pas du tout prêt à être scénariste. Oui, je me souviens très vaguement. J'avais refoulé ça. Mais pourquoi vous avez choisi Pascal comme scénariste alors? Puisqu'il l'était pas encore. Parce qu'il a un don de divination. On se voyait beaucoup, donc voilà. Comme disent les chrétiens, il faut toujours aimer les prochains. Les prochains, c'est celui le plus proche. Tu es là, il faut qui dit aimer, il dit aussi en profiter. Il a essayé en tout cas. Et comme ça n'a pas marché, parce que j'y arrivais pas, je crois tout simplement. Il a eu un autre projet, Paul Nizan. C'est vrai, la conspiration. Oui, l'adaptation voulait faire une adaptation très rusienne de la conspiration. Mais là encore, j'ai pas. Vous avez décliné. J'ai pas décliné. J'ai pas réussi à trouver le truc. J'étais trop théoricien et pas assez fictionneur à l'époque. Mais ça veut dire quoi, adaptation très rusienne, Pascal Bonitzer? Non, il s'agissait pas de faire une adaptation, juste une adaptation de la conspiration de Nizan. Il s'agissait de la... il fallait la moderniser simplement pour pouvoir tourner dans la rue. Hein. C'était surtout ça. On pouvait, quelque chose qu'on puisse tourner, caméra à la main, dans la rue. On était dans... Bon, c'est l'époque aussi. Hein, oui, c'est des films quand même... Pour moi, ça n'a pas beaucoup changé, il faut dire. Pour toi, ça n'a pas tellement changé. Enfin, sauf que, à partir d'un certain moment, tu as fait aussi quand même des films qui se faisaient pas seulement avec une caméra à l'épaule et deux personnes autour. Ah oui, mais les films avec quelques camions. Car il faut savoir qu'au cinéma, surtout aux États-Unis, le standing, les niveaux, on mesure les metteurs en scène par la quantité de camions qu'ils déplacent. Et j'ai entendu des conversations. C'est combien de camions à ton dernier film? Elle dit, bon, c'est un petit film, c'est 14 camions. Fait, toi, moi j'ai 40 camions. Ah bon, ça va, ça c'est bon. Voilà, c'est les camions. Les camions, c'est un peu comme les propriétaires terriens d'Amérique latine qui disent combien d'hectares? Combien d'hectares? Il dit, oui, moi c'est 3 fois la Belgique, moi c'est 10 fois la Belgique. La Belgique, ça tient lieu de mes... D'unité territoriale minimale. Pour les grands propriétaires chiliens. Donc, alors, 2 coups d'essai avortés, et finalement... Non, pas finalement. On peut même pas dire avorté, parce qu'on s'arrêtait assez vite. Oui, c'était des histoires de tissage d'amitié, mais l'amitié continuait. C'était les tentatives. De toute façon, Raoul n'a jamais arrêté de produire, de faire germer des projets. Il y en a qui se font, il y en a qui se font pas, il y en a qui se font d'une certaine façon. Puis il y en a qui se font et qui restent d'ailleurs inconnus ou méconnus. J'ai vu qu'il y a un DVD là qui s'appelle Rareté de Raoul Ruiz en espagnol. À mon avis, c'est Rareté, c'est les choses que peut-être sans doute personne n'a vues. Je ne sais pas. Il garde un sourire malicieux, c'est pas lui qui va nous dire. En tout cas, la première collaboration avec Raoul substantielle, de mon côté, n'a pas été en tant que scénariste. Ça a été en tant qu'acteur. Ça a été en tant qu'acteur dans La Vocation suspendue, qui était une adaptation de Klossowski, où je jouais le personnage principal conjointement avec Didier Flamand. Puisque le film était censé être la réunion de 2 films, tous les 2 étant 2 adaptations à des époques différentes de La Vocation suspendue, le roman. L'un en noir et blanc, avec Didier Flamand, et l'autre en couleur avec moi. Voilà, donc j'étais l'un des 2 frères Jérôme, qui sont le personnage principal du film. Dans La Vocation suspendue, ce qui était drôle, c'est que c'est un roman où Pierre Klossowski voulait régler ses comptes avec l'Église catholique. Moi-même, je voulais régler mes comptes avec la gauche chilienne. Alors ces 2 règlements de comptes mélangés ont donné quelque chose d'assez
comment dire, écuménique. Finalement, ça... C'était assez étrange. Il y avait Maurice Bénichou en prêtre fanatique. L'image était de Sacha Vierny, qui était le chef-op de René. C'est une chose que j'aimerais bien revoir, encore que je crois que j'aimerais pas me revoir, moi. En tout cas, ça reste une rareté, parce qu'il n'est pas facile à voir, non, ce film. C'est Lina sorti, c'est La vocation suspendue, L'hypothèse du tableau volé et Les trois courants du matelot. Donc, on les trouve. les auditeurs peuvent voir ces dans films. les maisons spécialisées. Dans les maisons spécialisées. Bon, on pourrait y avoir un coffret DVD avec les trois. Hein, c'est... Bon, de toute façon, le plus célèbre, c'est L'hypothèse du tableau volé, qui effectivement est un film extraordinaire. Mais... De toute façon, avec les piratages, maintenant au Chili, on m'a fait cadeau des films que j'avais déjà oubliés, que j'avais fait, je les ai vus, j'ai beaucoup rigolé, ça me faisait un peu honte, mais un film que j'ai fait à Honduras, et qu'on dirait que c'est un documentaire sur Chavez, avant la lettre, sur la rhétorique politique d'Amérique latine, qui est quelque chose qui me fascine. C'est pas un film méchant, dans le sens, c'est pas une satire, mais bon, c'est un étudiant qui m'a dit, moi j'ai trouvé ça dans un coin d'Internet, enfin je l'ai piraté, il me l'a amené. Et d'autres films, les seuls que j'ai pas réussi à trouver, c'est celui que je fais en Chine, dans un cimetière, à Taïwan, dans un cimetière, qui était un film 35 mm. Il est où ce Sinon, film? la plupart, je l'ai trouvé à Taïwan, ça doit être quelque part, je sais pas. Vous avez un drôle de rapport quand même avec le fait de filmer. Peu vous importe de savoir si ça va être diffusé, si ça va être conservé, si ça va être Je me vu. sens un peu idiot parce que j'ai fait beaucoup de films justement. L'argument que je m'ai donné à moi-même, c'était bon, de tous ces films, il y aura 3 ou 4 qui vont rester, mais il faut faire beaucoup. Et d'un coup, il y a tout ce qui reste presque. Pascal Bonitzer. C'est presque le même principe que Chabrol, sauf que Chabrol a toujours fait ses films. Alors lui, dans le système, comme on dit, mais enfin, c'est tourné sans arrêt. Il y aura beaucoup de merde, mais sans doute que il y en a quelques-uns qui resteront. Mais enfin, Raoul, c'est autre chose. C'est de l'expérimentation permanente sur tous les supports, et ça va toujours plus vite que tout le monde. Ça, c'est drôle parce que ce sont les nouvelles technologies qui donnent cette chose, mais c'est des choses vraiment troublantes. Maintenant, être au Chili, à un moment où les gens, pour une raison quelconque, des jeunes, mais très jeunes, 20 ans, des écoles de cinéma qui sont par hasard chez moi ou chez un ami, se mettent à discuter mes films, en oubliant que je suis là. Et il y a un qui dit, bon, ce film, je le déteste parce qu'il n'est pas russien. Je dis, ben, c'était... on pourrait me demander, enfin, je réponds, je suis bavard, donc Et non, ils étaient transparents, ils parlaient entre eux. Alors, qu'est-ce qu'un film ruisien, Raoul Ruiz? J'aimais bien le savoir, parce que là, le film, c'était Comédie d'innocence. C'est un film ruisien, par excellence. Mais par rapport à quelqu'un qui était de stricte obédience ruisienne. De stricte observance. Paraît-il que non. Mais bon, qu'est-ce qu'un film ruisien? Alors, on va demander à Pascal. Non, mais moi, je ne suis pas... Vous avez peut-être pas vu les 119 films, mais enfin, la plupart quand même. Mais d'abord, on peut pas dire d'un film de Raoul qu'il est ou qu'il n'est pas ruisien. Il l'est par définition. Il y a quand même des principes, hein. Des principes de filmage. Vous disiez tout à l'heure que différents supports, discontinuité narrative. A filmé. Il a fait aussi bien des films qui étaient plus ou moins des superproductions avec des grandes vedettes, des stars. Là, vous parlez de Klimt, Les âmes fortes. Je pensais au Temps retrouvé. Et puis, il a fait des films dans des conditions infra-économiques. Il a fait des films avec la Maison de la Culture du Havre. Oui, car il ne faut pas oublier, Raoul, que vous avez dirigé la Maison de la Culture du Havre. Pendant au moins... Vaguement dirigé. Vaguement, oui, mais enfin, ça a duré 5 ans. Ah, mais moi, je me rappelle maintenant quelqu'un qui s'appelle Paul Buck, un écrivain de romans policiers anglais, et qui a fait la traduction de quelques textes que j'écris. Et il m'a donné, à moi, une définition de ruissien qui m'a troublé. Ça a eu ce mérite, c'est-à-dire qu'après, j'ai senti comme une espèce de
des coups de couteau. Bon, il est spécialiste en évasion des prisons. Il a écrit un livre qui s'appelle La liste E, sur les plus fameuses célèbres évasions en Angleterre. Et alors il m'a mis dans la dédicace que j'étais l'exemple même d'un évadé. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose pour se faire mettre en prison pour mieux s'échapper. Tu connais les traités d'escapologie de Houdini? Non. Moi, je les connais, mais j'ai lu des extraits justement par ce monsieur. Vous aimez beaucoup Houdini, les traités, hein? Oui, c'est oui, les traités. L'escapologie comme une espèce de, une forme de philosophie. Houdini, Escapologie, ça veut dire quoi? Le fait de s'échapper. Escapologie, d'accord. Oui, il y a l'eschatologie, mais il y a l'escapologie aussi. Oui, d'évasion. Et donc, vous avez lu des traités d'escapologie? Non, je ne l'ai pas lu, j'ai lu des extraits de ces traités. J'aimais bien les lire, mais je ne sais pas où les trouver. Mais l'idée même, c'est mettre dans des situations impossibles dans le seul but de s'en échapper, tandis qu'on n'avait pas besoin d'y être avant. Effectivement, il y a ça, sans quoi pourquoi. Maintenant, je suis en train de discuter un film sur la sainteté de Sainte-Catherine-Labouré, la sainte parisienne. Et l'idée, c'est vraiment un piège, parce qu'il faut que ça soit pour un public catholique. Bon, je connais un peu. Et point de vue bondieusserie. Vous avez été élevé dans la religion catholique, vous? Oui, dans les religions catholiques. C'est-à-dire, j'en ai pratiqué au moins 3. C'est-à-dire? Pourquoi pratiqué, 3? je veux dire, je n'ai pas été catholique, mais je me suis intéressé par les 3 voies. Donc, le Dieu impossible à connaître, Dieu qu'on peut connaître par la raison, et Dieu qu'on peut connaître par l'évasion, justement, pour s'éloigner de Dieu, de la théologie négative. En s'éloignant de Dieu, on les connaît, dont l'extrême est la figure du pécheur, sans pécheur, sans toccatore. Oui, le saint pécheur. Oui. Je me souviens que j'avais été te voir en Sicile. Tu tournais un film à Palerme, me semble-t-il, il y a une 30aine d'années. Et à cette occasion, tu m'avais donné un livre en italien, que j'ai toujours, qui s'appelle L'Angelo Necessario, l'ange nécessaire, qui est une étude sur ce qu'on appelle l'angélologie médiévale. Car il y a l'escapologie, mais il y a aussi l'angélologie, c'est-à-dire le traité des anges. Mais ça, c'est un jeu, mais les jeux de différents films pour le public catholique veut dire un public. C'est quoi aujourd'hui un public catholique? Ce n'est pas ce que c'était à le moment où l'Église était quelque chose de moderne, enfin au XIIe siècle par exemple. Le catholicisme est devenu assez délirant. Un public catholique veut dire sans sulpicien au fond. C'est ça, c'est ce catholicisme-là. Or Pierre Klossowski aurait été enchanté d'avoir participé à un film comme ça, parce qu'il était pas catholique, mais par contre très sans sulpicien. C'est-à-dire, il avait ce sens du bon mauvais goût. Il aimait une chose que je partage là, ce qu'on appelait Mircea Eliade, je crois, parler de la dialectique du sacré, c'est-à-dire c'est sacré parce que Pascal Bonitzer a été assis là, et alors on la garde, mais quand on a trop d'invités à la maison, on l'utilise. Alors c'est ce double fonctionnement des objets qui sont à la fois sacrés, mais s'il le faut, il devient profane. Bon, voilà. Tout ça n'est pas sans rapport avec le cinéma que pratique Raoul, évidemment. Non, tout ça est en relation directe avec le cinéma de Raoul, effectivement. Raoul est le seul cinéaste chez qui on peut trouver, j'ai regardé tout à l'heure dans sa bibliothèque, il y a El Islam Cristianizado de Miguel Asino Palacios, le Sabbatai Tsevi de Gershom Scholem et la trilogie ismaélienne de Henri Corbin. Et ça, la lecture de ces livres nourrit la construction des films ou l'imaginaire. Vous disiez tout à l'heure hors micro que vous lisiez 30 livres en même temps, Raoul. Je ne sais pas quoi dire, hein. C'est venu peu à peu. Et là, au départ, j'ai commencé à étudier un peu de théologie, dans les cours de théologie nocturne.
Nocturne. De l'école de théologie de l'Université catholique à Santiago, dans le seul but de constater, enfin, jusqu'à quel point le catholicisme et le marxisme militant, le communisme donc, étaient proches. Une chose qu'on pouvait, effectivement, c'est devenu presque un lieu commun. C'est ce que raconte un peu la vocation suspendue. Et c'est la vocation suspendue, on parle un peu de ça, parce que j'ai parlé en fait de la gauche chilienne, en se servant de cette idée de Saint-Augustin. Et dans une citadelle assiégée, toute dissidence est trahison. Comme quoi, comme toute institution est, presque par définition, une citadelle assiégée. En tout cas, elle doit être se mettre dans cette position. On est forcé de condamner toute forme de dissidence. Vous vous considérez comme un théologien du cinéma? Non, pas du tout. Théologien, ça veut dire quoi en termes? Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de problématiques à l'intérieur de vos films, sur le péché, sur l'offense, sur la trahison, sur la pureté, sur l'innocence. Il y a un film qui s'appelle d'ailleurs La comédie de l'innocence. Non, ce sont des films... Il y en a deux. La comédie d'innocence et la comédie de l'innocence sont deux films différents. Parce qu'on était en pénurie de textes, des titres. Non, parce que les théologiens sont des législateurs de la foi. Il y a absolument... Raoul se moque de tout ce qui est... Catégorisable. De tout ce qui est... non, il l'utilise. Enfin, on peut dire que son cinéma, d'une certaine façon, est un cinéma métaphysique, en ce sens que ça parle de... Ces films mettent en question, d'une façon souvent comique d'ailleurs, mais aussi étrange, fantastique, l'unité du monde. Et il s'attaque à ça, et son univers... Enfin, j'en parle, c'est pareil, là, il devient transparent, parce qu'il est à côté de moi. Mais bon, enfin, en tout cas, me semble-t-il, tes films, c'est ça, ont une... Ils ont leur matière, ce qui les nourrit, c'est le discours métaphysique, et entre autres théologique aussi, mais Raoul n'est pas du tout théologien, pas du tout, je crois pas. Je crois qu'il est trop moqueur pour ça. La seule condition, c'est que je ne suis pas catholique, peut-être. On va écouter la voix de Serge Danet, qui va parler de vous et de votre cinéma. Raoul Ruiz, qui est un cinéaste donc chilien, qui a quitté le Chili donc après Pinochet, et qui est en train de faire une seconde carrière, disons, en France, et qui lui aussi poursuit des questions du cinéma, des questions fondamentales du cinéma, en même temps qu'une interrogation, disons, extrêmement intelligente. De loin, ce qu'il y a eu de plus intelligent et de plus conscient, et de plus drôle aussi, sur qu'est-ce que c'est qu'une institution, qu'est-ce que c'est qu'un dogme, qu'est-ce que c'est qu'une révolte, qu'est-ce que c'est qu'un appareil d'État, qu'est-ce que c'est qu'une église, qu'une hiérarchie, comment ça marche les rapports de pouvoir là-dedans. Et curieusement, ce cinéaste chilien est peut-être celui qui peut le mieux nous parler, on pourrait dire, de la politique française aujourd'hui, même s'il ne le fait pas. C'est un cinéaste tout à fait transversal et tout à fait paradoxal, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans aucune catégorie toute faite. Et les deux films qu'on passe sont très très différents l'un de l'autre. Il y en a un donc, qui est d'après le bouquin de Klossowski, qui s'appelle La vocation suspendue, donc qui est une sombre histoire, comme toujours chez Klossowski, de théologiens, de luttes, de querelles au sein d'une église, etc. Et l'autre, que moi, alors personnellement, je trouve absolument magnifique, que j'ai vu qu'une fois, mais dont j'ai une vision complètement éblouie, qui s'appelle Tableau vivant, qui est également d'après un point de départ de Klossowski, qui est, disons, quelque chose que seul le Muppet Show à la télévision réussit à également porter comme problème, c'est-à-dire le rapport entre l'animé et l'inanimé, le rapport entre la figure humaine et ce qui n'est pas humain comme figure, mais qui est quand même une figure et qui bouge quand même. Bon, alors dans le Muppet Show, c'est les marionnettes, c'est toutes sortes de marionnettes. Bon, dans Tableau vivant, c'est ce qui est peint, ce qui est figé, des acteurs réellement filmés au mouvement arrêté, des gens qui bougent, c'est toutes les possibilités possibles qu'a la figure humaine d'être soit animée, soit inanimée. Et avec des jeux de regard et avec un travail sur les jeux de regard, où là on peut dire que le travail d'opérateur de Sacha Vierny est complètement époustouflant. C'est un film assez compliqué, comme ça, parce qu'il est fait sur des jeux de logique, sur des histoires de champs de regard, de contre-champs, de correspondance et de rime intérieure. Mais disons que c'est 15 ans après, et à mon avis complètement réussi, ce que René et Romgrillon ont raté dans Marienbad.
C'est-à-dire c'est complètement pensé au niveau du cinéma et ce n'est pas, contrairement à Marienbad, une idée littéraire passée au cinéma. Nous venons d'entendre la voix de Serge Danet qui parlait de ce film qui a pris un autre nom, qui est l'hypothèse du tableau volé, Raoul Oui, parce Ruiz. que le nom, au départ, ça s'appelait les tableaux vivants. Et puis, il y avait un film porno qui s'appelait Tableau vivant, donc on a dû changer. Je vous disais tout à l'heure, au cinéma, et c'est un problème de trouver des titres, parce que il y a des gens qui inventent des titres et qui les déposent en tant qu'auteur, mais ils déposent des titres comme Christophe Colomb, par exemple. Et comme quoi on se trouve sans titre. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude, enfin, que j'ai abandonné de donner le même nom à plusieurs films. Avec des légères variantes comme Comédie d'innocence, de l'innocence. À 2 films, à 3 films. Mais revenons à l'hypothèse du tableau volé. Serge Danet disait que c'était en quelque sorte un second cycle. Mais est-ce que vous le percevez en tant que tel ? Je pense que, avant que Raoul réponde, je crois qu'il faut resituer aussi, c'est que la rencontre avec Klossowski a été quelque chose d'important parce que l'hypothèse du tableau volé fait suite à la vocation suspendue, si je me souviens bien, et c'est aussi en fait à la base, c'est moins explicitement une adaptation d'un livre de Klossowski, mais en tout cas, c'est lié à l'univers de Klossowski. Les tableaux vivants font partie de l'univers littéraire. Oui, je me souviens qu'au départ, c'était un documentaire sur Klossowski. Et puis, Klossowski en train d'expliquer ce système à travers des tableaux. Et puis, j'ai négligé complètement le fait qu'on était au mois de juillet et qu'il partait en vacances. Alors, les vacances, il pardonnait pas. Donc, je me suis trouvé avec la date de tournage, mais sans Klossowski, donc j'ai dû faire une espèce de fiction. Comme me disait une fois Julio Cortázar, et mais tu as cherché à faire du Klossowski, mais le résultat, c'est plutôt Raymond Roussel. Toujours Raymond Roussel. C'est plutôt vrai. Qui est très Klossowskien à sa manière, Raymond Roussel. Hein. En tout cas, on est dans votre appartement à Paris, Raoul Ruiz, et je vois en face de moi dans la bibliothèque des livres sur Balthus, sur Van Gogh, sur Max Ernst, sur le Tintoret, sur Piranesi, sur Paul Klee. Il y en a des dizaines et des dizaines. Est-ce que la peinture est une constante source d'inspiration dans votre univers ? Klimt. Ouais, Klimt. Tout à l'heure, Danet disait qu'il y avait des cycles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée de cycle ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des films expérimentaux. Ensuite, il y a eu des films super-production. On peut parler effectivement du Temps retrouvé, de Klimt, des âmes fortes. Et de nouveau, des films plus expérimentaux. Est-ce que vous avez l'impression de faire la même chose tout le temps ou qu'il y a eu des cycles à l'intérieur de votre vie de cinéaste ? Ah non, je me sens tout d'abord spectateur, dans le sens que je suis le premier spectateur du film et je me vois spectateur. Je me suis attribué l'âge de 11 ans, donc j'ai 11 ans. Toujours aujourd'hui. Mais je le sais. C'est pas la même chose d'autres amis comme Ramon Suarez, il a 7 ans, mais il ne le sait pas. Alors ça pose problème à tout le monde. Donc, disons, les âmes fortes. Je vois les scénarios, on m'a donné le scénario écrit. Alors là, j'ai modifié 2 ou 3 petites choses. Mais je voulais voir les films simplement. Alors je l'ai fait pour les voir. Ce que je rajoute, c'est surtout... Vous faites des films pour pouvoir les voir ? Oui. Je me souviens que comme j'ai eu pratiquement 6 mois d'absence de ce monde pour vivre un peu à la Verlaine, c'est-à-dire dans les hôpitaux, j'ai fait des examens de conscience, des autoanalyses qu'on appelle mes examens de conscience. Et j'ai découvert une chose qui, en fait, l'envie de faire du cinéma m'est venue simplement de faire des films comme réalisateur. Après avoir vu, à l'âge de 11 ans, à peu près 10 ans même, et Jeanne d'Arc, la version avec Ingrid Bergman. J'oublie toujours Victor Fleming. Victor Fleming. Et dans ces films, et j'avais vu d'autres Jeanne d'Arc, j'ai eu le désir de sauver Jeanne d'Arc. Pas imaginairement en rentrant dans les films et en faisant en badillant, mais en changeant, j'avais dit, je peux changer les scénarios. Et d'un coup, elle ne meurt pas. Et à partir de ça, j'ai commencé
je passais par toute l'étape, mettons, cinéma expérimental, ça reste d'ailleurs. Mais après, l'idée de sauver des gens m'a commencé à devenir presque maladif maintenant. Hein. Les derniers films, les scénarios qu'on m'a donné, les lignes de Wellington, que je devrais faire cet été. Dans les lignes de Wellington, je l'ai fait, mais je dois sauver 3 personnages qui meurent. Est-ce que je pourrais les ressusciter? Alors je dis à Paola, il m'a dit, ressuscite tout le monde si tu veux, mais il faut que les films soient, je sais pas quoi. Bon, il a dit il a donné toutes ces instructions contradictoires qu'elle aime tant. Et voilà, ces personnages sont ressuscités. Et cette idée d'intervenir, pourtant, comme tous les gens de ma génération, on était très néo-réalistes, nouvelle vague, c'est-à-dire justement le contraire, n'est pas intervenir, n'est pas être Dieu. Mais on peut être un peu comme à la manière du Christ gnostique. Dans la tradition, une des traditions gnostiques, Christ donc est crucifié, meurt et descend aux enfers. Il ressuscite, mais il ne monte pas au ciel, il reste ici. Mais il n'a pas trop aimé qu'on le crucifie, alors il ne veut pas répéter l'expérience, alors il se cache. Et il aide comme il peut. De temps en temps, il ressuscite une personne, parfois au pif. Et parfois, il modifie une chose, il modifie autre. Parfois, il fait une chose, il devient une bêtise. Donc, le Christ, il assiste à la chute de la tour de Pisa, calculée à 3h25 dans une date quelconque. La tour va tomber, une petite fille et se met à jouer devant la tour qui tombe, donc elle va mourir. Tout le monde demande à Christ un miracle. Lui, il fait le miracle, fait tomber la tour de l'autre côté et il tue 10 000 personnes. Donc, c'est un rôle de metteur en scène qui me plaît, qui fait ce genre de bêtises. Oui, Cette histoire me cloue, tout simplement. C'est pas très trop bien, mais... Mais pourquoi vous avez été chercher Pascal Bonitzer pour être scénariste, notamment? Il ne m'a pas cherché, on s'est rencontrés dès que je oui, suis non, mais entré pour au Cahier du Généalogie d'un cinéma. crime. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était Raoul. Et donc on se connaît. D'ailleurs, dans la rue, on s'est rencontrés à Paris. On s'est rencontrés à Paris, dans la rue, absolument, ensuite. Mais pourquoi vous avez besoin d'un scénariste? Il tombe toujours dans mes pièges. C'est le hasard, alors? Parce qu'il m'a dit, il y a tant de choses qui se sont passées depuis qu'on ne s'est pas vu. C'était le coup d'État au Chili, voilà, oui. C'est la question classique. Je lui ai dit, oui, beaucoup de choses, en fait 5 films. Alors lui, scandalisé, dit, je ne parlais pas de ça. Oui, parce que moi j'étais assez bien pensant quand même. Bon, mais je me rappelle de plusieurs choses. Ça, je m'en souviens très bien. Ouais. Mais comment s'est passée la collaboration alors en tant que scénariste? Ça doit pas être facile d'être scénariste de Raoul Ruiz. Pas du tout, ça a été extrêmement facile. Je crois que ça a été un des... Pour être honnête, ça s'est fait extrêmement naturellement et très très vite. Ça se passait seulement, je crois. Ça se passait ici, c'est-à-dire que je venais avec... Donc boulevard de Belleville. Voilà, j'avais ma machine qui à l'époque était une Hermès Baby, je crois. Il n'y avait pas encore l'ordinateur. Moi, j'ai le sentiment que Raoul plutôt me dictait les choses. Enfin bon, alors de temps en temps, je faisais des propositions, mais je pense que Raoul avait son film dans la tête presque complètement. Vous étiez comme un traducteur de son inconscient, alors? Non, il n'était pas inconscient du tout. En fait, dans les pratiques, ça se passait, je crois que c'est Généalogie d'un crime plutôt, aux 3 vignes seulement. Tu venais, tu te mettais à la salle à manger, oui. Et moi j'étais à la chambre à coucher, et on écrivait en parallèle. C'est possible aussi, oui. C'était presque des cadavres esquis. Mais comment est née l'idée de Généalogie d'un crime? Non, d'abord, il y a eu 3 vies et une seule mort. Hein. Je crois que le premier, puisque en fait, on en a fait 2 ensemble, qui coup sur coup, je crois. D'ailleurs, il y a eu 3 vies et une seule mort, et ensuite Généalogie d'un crime. 3 vies et une seule mort avec Mastroianni dans le rôle principal. Généalogie d'un crime avec Catherine Deneuve. Et ils sont faits à peu près dans les mêmes conditions, j'ai l'impression. Enfin, oui. C'est-à-dire... c'est même ça, on l'a enchaîné. Parce que on a enchaîné. Selon les principes qu'on ne change pas en équipe qui gagne. Voilà. Mais comment est née l'idée de Généalogie d'un crime? Est-ce que cette histoire a vraiment existé? C'est Jacquard, je l'ai lu. C'est inspiré d'une histoire dans le mouvement psychanalytique. Une histoire vraie, oui. Histoire vraie, oui. Comment s'appelait la doctoresse Ernestine, je ne sais pas, disciple de Freud, qui croit voir dans son neveu
des tendances criminelles et elle veut voir comment ça va se passer, c'est-à-dire comment il va devenir criminel. Or, elle n'a pas prévu que lui, il va la tuer. Et comme ça touche ce principe de le libre arbitre versus cette prédétermination. Bon, c'était joué un peu selon ça, mais moi j'aimais bien ce qui s'était passé. Mais malheureusement, là, j'ai appris après le tournage du film, la fin de l'histoire, que lui, il a fait un procès à la société freudienne, l'assassin, en accusant la victime d'être instigatrice du crime. Oui, de l'avoir... Ça, c'est déjà dans les films. On va écouter un extrait du film, donc avec Catherine Deneuve et Melville Poupeau. Monsieur Engel, j'ai à vous demander quelque chose d'extrêmement pénible. Bien entendu. Je vais vous demander de me raconter avec un maximum de détails tout ce qui s'est passé. Je sais pas si j'en serais capable. Je commence par où? Eh bien, par exemple, vous me direz, je suis rentrée par la porte ou par la fenêtre, je me suis introduite dans le salon, j'ai fouillé, elle m'a surpris. J'ai fait tout ça. Monsieur Engel, je suis là pour vous défendre. Mais bien entendu. Enfin, si vous voulez rien me dire. Madame, Vous pouvez m'appeler Solange. je peux vous dire une chose, je me rappelle de rien. Je vous crois pas. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai tué. Non, bien sûr. C'est la société de psychanalyse franco-belge. Vous pouvez rien. Excusez-moi. Sinon, je vous me plaisais, vous m'appelez quelqu'un que j'aimais beaucoup. Votre tante? Moi, elle était comme vous. Elle aimait tellement ça. Toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Parle-moi d'elle. Elle aimait jouer. Jouer? À un jeu. Avec vous? Elle disait, maintenant tu seras moi, et moi je serai toi. Vous jouiez assez souvent? Oui, à la fin, oui. Ça vous dit? Quoi? Assez facile. Mais pourquoi faire? Vous voulez me défendre. Cherchez ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Alors quoi de plus facile que de vous mettre à ma place? Craignez rien, c'est drôle, c'est très drôle. Et si vous vous trompez, je ferai bip. Et vous aussi si je me trompe à votre sujet. Bon, allons-y. C'est moi qui commence. Je suis vous. Monsieur Engel, quand avez-vous eu l'idée de tuer votre tante pour la première fois? Jamais. Je vous crois pas. C'est votre droit. C'est mon droit de pas perdre mon temps. Ah, parce que votre temps est précieux. Oui. Oui, je peux le comprendre, vous avez hâte de perdre ce procès. Qu'en savez-vous? Et je vous connais, Solange. Vous savez que vous allez perdre ce procès. Je serai condamnée, vous aurez confirmé votre réputation, votre bonne mauvaise réputation. Vous perdez tous vos procès et vous ne refusez jamais de défendre une cause perdue. Qu'est-ce qui vous arrive, Solange? J'en étais allé trop loin? Oui, vous êtes très fort. On va en rester là pour aujourd'hui. Désolé. Il y a beaucoup d'inversions comme ça dans le film, à tout point de vue. Moi, je me souviens que quand Raoul m'avait proposé cette histoire, j'ai été très troublé par quelque chose tout d'emblée. Je crois que le personnage masculin s'appelle Pascal, Catherine Deneuve s'appelle Solange. Or, ma mère s'appelle Solange, Raoul ne le savait pas, mais étant donné ce dont parle le film, ça m'a C'est un créé... objectif. Ça a créé au moins un malaise qu'il a fallu que je surmonte. Mais là encore, j'ai le sentiment que ça s'est écrit presque tout seul. J'avais oublié ça. Oui. Et le film est C'est un des inépuisable, films- on un peut des le films- voir et le revoir et trouver à chaque fois des interprétations différentes, c'est le cas Ouais, de le dire, ouais, dans les deux c'est- sens du terme. Oui, non, c'est un des films de Raoul que je préfère, moi, personnellement. Alors maintenant, parlons de l'avenir, puisque c'est la dernière émission avec vous, Raoul. Après le succès incroyable et ô combien mérité, et je pense que Pascal ne me démentira pas, des Mystères de Lisbonne, qui est un succès pas seulement critique, mais un succès public, un film, ça sera le film de l'année pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. Oui, c'est peut-être le plus classique des films de Raoul. Hein. Effectivement, il est d'une maîtrise extraordinaire et on s'y plonge Avec volupté. avec volupté, absolument.
Alors après? C'est peut-être le moins ruisien, au sens que, voilà, puisqu'on parlait de film ruisien. Ah, ben alors En si ce sens Ruiz qu'il y a pas devient de- un peu moins ruisien, où va-t-on alors? Il n'y a pas de jeu avec le fantastique, Un petit peu. un petit peu, mais enfin, on reste dans les Enfin, canons du feuilleton. Israël Pelletan m'a fait remarquer que le fait qu'il y avait tant de personnages et que parfois on les oubliait et ils revenaient, ça faisait que les revenants n'étaient plus nécessaires. Voilà, alors c'est peut-être ça. Et alors demain, C'est depuis le film Les Mystères de les Lisbonne, lignes, bon, j'en ai fait déjà 2 après ce film-là. qu'on va pouvoir voir en France. Bricole et un autre qui est un film plus de 2h30, donc moins une bricole, mais La Nuit d'en face. Ça vient de finir. Je suis, comme on dit maintenant, les offline, c'est-à-dire les premiers montages. Et après, je commence en été, je commence déjà la préparation et un film qui s'appelle Les lignes de Wellington pour le moment, un titre provisoire, sur la débâcle après la bataille de Busac au Portugal, il y a 2 siècles. C'est un film que je reprends. C'était un film en préparation et puis il y a eu des quiproquos avec les metteurs en scène, qui est un ami à moi d'ailleurs. Et il a quitté la préparation. Et puis le film est tombé dans mes mains. Enfin, je le prends en cours de route. Mais j'ai vu les scénarios que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de la bataille, c'est les belligérants, on les voit à peine, ils sont au loin. Et c'est l'exode des populations qui quittent les lieux de la bataille de toute la région. Et Wellington, qui est là, qui est derrière les troupes portugaises, demande de tout détruire, de tout brûler, de manière que les Français ne puissent pas trouver où se ressourcer ou avoir où manger. Et donc cet exode de la population, il s'est produit l'effet, on peut parler ça l'effet Artaud de la peste. C'est-à-dire cette espèce de démocratisation extrême de tout, parce que les gens de toutes les classes sociales confondues se mélangent. Et c'est terrible et c'est drôle. Enfin, et là, j'ai ressuscité 3 personnages déjà. Et après, il y a, à partir d'un roman chilien qui a été traduit en français, un petit roman, et L'enfant qui devint fou d'amour. Ça, je l'ai écrit à l'hôpital. Curieusement, c'est justement assez optimiste. Enfin, optimiste, c'est pas le mot, c'est quand même terrible, mais c'est, mettons, drôle. Et après, il y a Les Mystères de Lisbonne, normalement, 2. Ah, il va y avoir Et une suite. Là, on va voir. Et une pièce de théâtre que je dois faire au Chili. Bon, bah on voit que Et vous un film- n'êtes pas dénué de projet, Raoul Ruiz. Hein. Et pour moi, c'est difficile à refuser. C'est tellement difficile de faire du cinéma que... Enfin, je n'accepterai pas un projet américain, par exemple, à ce moment même, si on me dit que j'aurai toute la liberté, parce que je ne crois pas. Mais si on me propose des projets possibles et plausibles, pourquoi pas.